27 janvier 1945. Le camp d'Auschwitz est libéré par l'armée rouge. La découverte des centres de mise à mort et des camps de concentration du Troisième Reich par les Alliés se répand comme une traînée de poudre dans l'opinion des pays libérés du nazisme. Les procès de Nuremberg et les autres procédures de la dénazification condamnent les principaux responsables, même si nombreux sont ceux qui parviennent à échapper à la justice, à l'image d'Adolf Eichmann, l'un des planificateurs de la Shoah, qui parvient à s'enfuir en Amérique du Sud, ou René Bousquet, organisateur des rafles de l'été 1942 en France, relevé de sa peine grâce à des lois d'amnistie. Mais malgré tout, la réalité des crimes nazis semble avoir été révélée. En effet, le premier témoignage d'un juif rescapé d'Auschwitz, celui de l'italien Primo Levi, est publié en 1947 sous le titre de « Si c'est un homme ». De plus, dès les années 44-45, les historiens militants du CDJC en France, le Centre de documentation juive contemporaine, archivent, publient, analysent les preuves du crime dans des livres fondateurs comme ceux d'Léon Poliakov, publiés dès les années 50. Certes, la spécificité des crimes visant les juifs et les tziganes n'est pas encore unanimement reconnue, mais la matérialité des faits semble établie. Pourtant, c'est dans ces mêmes années que les premiers discours négationnistes se développent. Ils posent les bases de ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Ils reposent sur une double négation, celle de l'intention exterminatrice de l'Allemagne nazie et celle du génocide en lui-même. Ils sont portés par les vaincus de l'histoire, les acteurs, collaborateurs, complices et partisans des régimes déchus de 1945. Aussi, derrière une apparence négative, le négationnisme est aussi une affirmation, celle d'une version de l'histoire permettant de réhabiliter nazisme et fascisme. Le négationnisme n'est donc pas qu'un déni, il a une fonction politique pour une extrême droite marginalisée à cause de sa compromission avec l'occupant. Comment réintroduire les thèmes habituels de l'extrême droite d'avant-guerre dans le débat public ? Comment rendre une certaine virginité à ce camp politique ? C'est tout le problème des négationnistes de France et d'ailleurs. Car si la France n'est pas la seule concernée, nous le verrons, elle a fourni au mouvement négationniste mondial une véritable terre d'élection. Comment est né le négationnisme en France ? Je vous propose d'en venir aux faits. Ici Londres. Planes flying into buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. La négation des crimes du Troisième Reich a commencé en son sein. Les nazis eux-mêmes étaient conscients de la dimension criminelle de leur politique. C'est la raison pour laquelle ils ont agi à l'abri des regards, qu'ils ont dissimulé les corps des victimes des fusillades et Einsatzgruppen dans de gigantesques fosses, détruit les corps des juifs gazés dans des fours crématoires. C'est aussi pour cela qu'ils employaient des euphémismes pour cacher la réalité de leur projet, y compris dans leurs propres documents internes. Sévère châtiment pour assassinat. Solution finale à la question juive pour extermination. Évacuation pour déportation, etc., etc. C'est aussi pourquoi les premiers négationnistes ont été les coupables eux-mêmes et leurs complices. C'est un fait assez peu connu, mais début 1942, les nazis avaient lancé l'opération 1005, une opération secrète dont le but était d'exhumer les cadavres des personnes exécutées pendant la Shoah par balle pour les brûler et ainsi effacer les traces des fusillades. Les fosses communes dans lesquelles se trouvaient les victimes des Einsatzgruppen sont rouvertes et leurs cadavres brûlés sur des bûchers. On utilise des machines à broyer les os et à ventiler les cendres, certaines ayant été retrouvées à Belzec. Des prisonniers des camps, juifs, mais aussi des prisonniers de guerre soviétiques, étaient mobilisés pour la tâche, chaque prisonnier participant à l'opération devant être fusillé et brûlé avec les corps exhumés. Le concepteur de l'opération, le SS Paul Blobel, avait déjà pris part à des exécutions de masse en Ukraine en tant qu'officier dans l'Einsatzgruppe A et il a été jugé et exécuté en 1951 à Nuremberg. Plus tard, face à l'avancée de l'armée rouge, certains centres de mise à mort sont dynamités par les SS en fuite afin d'effacer les traces du crime. À Birkenau, Belzec, Sobibor et Treblinka, les armes du crime ont ainsi été détruites. Certaines, reconstruites à la hâte après la guerre par la Pologne pour des raisons mémorielles, avec des imperfections que l'historiographie a identifiées depuis, ont même prêté le flanc au discours négationniste. Seuls ont échappé à la destruction
les chambres à gaz d'Auschwitz I et de Majdanek. Mais une fois les principaux responsables nazis jugés, c'est au tour des nostalgiques de l'Europe nouvelle que revient le rôle d'assassiner une seconde fois les victimes en niant ce qui leur est arrivé. En ce qui concerne la France, dans l'immédiate après-guerre, le principal théoricien du négationnisme s'appelle Maurice Bardèche. C'est un écrivain fasciste, revendiqué jusqu'à sa mort en 1998. C'est aussi le beau-frère de Robert Brasillac, un autre homme de lettres d'extrême droite, qu'il avait rencontré sur les bancs de l'école normale supérieure. Ultra de la collaboration, Brasillac avait d'ailleurs été fusillé le 6 février 1945 pour intelligence avec l'ennemi. Dès lors, Bardèche poursuivit inlassablement son travail de théoricien d'un fascisme à la française, ainsi qu'une œuvre de réhabilitation des anciens collabos. Entre 1947 et 1948, Bardèche publie une série de 3 essais, dont le plus important s'intitule « Nuremberg ou la terre promise ». Il y affirme que les Juifs sont responsables de la Seconde Guerre mondiale, ont inventé les camps de la mort pour culpabiliser l'opinion internationale et ainsi obtenir la création d'un État juif en Palestine. Il y affirme aussi que le régime nazi n'aurait jamais exterminé les Juifs et ne les aurait déportés que dans le but de créer une réserve juive à l'est de l'Europe. Condamné par la justice en 1952 pour apologie de crimes de meurtre, en vertu d'une loi de l'année précédente, et gracié par le président René Coty, il n'effectuera que quelques jours de prison, Bardèche poursuivit toute sa vie son entreprise de sape, notamment à travers sa revue Défense de l'Occident, fondée la même année, et par laquelle transitent plusieurs auteurs d'extrême droite pendant les années 50 et 60. À longueur d'articles, Bardèche relativise, présentant les crimes de l'Axe et de ses collaborateurs comme, je cite l'expression de l'historien Pierre Milza, des atrocités ordinaires imputables aux faits guerriers. Comprenez, ce qu'ont subi les Juifs, c'est la guerre, un point c'est tout. Les crimes nazis et les crimes alliés, par exemple les bombardements nucléaires américains sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, feraient partie de la même catégorie. Bardèche parle de mensonges, de machinerie, d'un admirable montage technique, tout un lexique que reprendront ses successeurs. Les explications aux questions du genre « mais du coup, si le génocide n'a pas eu lieu, où sont passés les disparus ?» Ou encore « qu'en est-il des milliers de survivants qui sont aussi des témoins ?» Bardèche a des réponses toutes faites. Les morts sont décédés pour des raisons indépendantes de la volonté des Allemands, les épidémies, la sous-alimentation chronique à cause de la guerre, ou alors ils ne se sont pas signalés à leur famille à leur sortie des camps, sans doute parce que leur survie aurait pu apparaître suspecte aux yeux des autres survivants, car ils s'en seraient sortis au détriment des autres. Dans les faits, le discours de Bardèche, qui n'a aucune base factuelle, réactive l'antisémitisme d'avant-guerre, sur le mode des juifs fauteurs de guerre, mais y ajoute aussi la thématique de l'État d'Israël, fondé en 1948. Ainsi, on ne s'étonnera pas que le négationnisme de Bardèche trouve un écho dans les milieux pétainistes, qui dès le procès du maréchal Pétain ont tenté de réhabiliter l'action du gouvernement de Vichy en la déformant. Il fait également des émules en Europe, puisque le nazi suisse Gaston Armand A. Modruse publie l'année suivante « Ubu justicier » au premier procès de Nuremberg. On pourrait s'étonner de la précocité de l'éclosion de ces thèses, dans une Europe dont les ruines sont encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale. C'est que le contexte politique international leur offre rapidement un terreau fertile. Souvenez-vous que c'est précisément au tournant de l'année 47-48 que la grande alliance anti-nazie de la Seconde Guerre mondiale, alliant notamment les Britanniques, les Américains et l'Union soviétique, éclate, au profit de nouveaux rapports de force opposant un bloc démocratique et capitaliste mené par les États-Unis à un bloc communiste mené par l'Union soviétique. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Or, dans ce contexte, où l'anticommunisme redevient une passion de part et d'autre de l'Atlantique, les anciens collaborateurs espèrent pouvoir se réintégrer au débat politique par ce biais. C'est précisément ce que tente Bardèche avec son Nuremberg, sorti précisément au moment de ce tournant historique. Les délires de Bardèche restent cependant en grande partie confinés aux franges les plus radicales d'une extrême droite désormais déconsidérée. Mais le pire, c'est que ces délires allaient recevoir un soutien inespéré, celui de Paul Racinier. Racinier est un ancien militant de gauche, libertaire, anarchiste, il a même été membre de la SFIO, l'ancêtre du PS. Pendant la guerre, il a été arrêté pour fait de résistance et il a été interné à Buchenwald et à Dora. Dans un livre publié en 1950, qu'il intitule « Le mensonge d'Ulysse », il apporte du grain à moudre aux thèses négationnistes qu'il couvre de son autorité de résistant et de déporté, insoupçonnable, en théorie, de complaisance avec la collaboration. Un alibi dont les révisionnistes ne se priveront pas d'abuser. Pour autant, les publications ultérieures de Racinier, dans les années 1960, iront si loin dans la négation des faits et les tentatives de réhabilitation de la SS
que son basculement à l'extrême droite ne fait désormais plus aucun doute. Il est édité en France par l'écrivain antisémite Henri Coston, et en Allemagne par l'ancien SS Karl-Heinz Priester. Bon, c'est quand même déjà un indice. Très vite, Racinier n'a plus rien d'un homme de gauche. Mais au fait, il raconte quoi, Racinier ? Tout d'abord, il nie le nombre de victimes, qu'il rapporte à 1 million tout au plus, contrairement aux 6 millions établis par la recherche. Ensuite, à l'image de Bardèche, il affirme que ces morts ont été les victimes des conditions de vie des camps de concentration et non de l'intention exterminatrice des nazis. Pour lui aussi, l'objectif des nazis n'était pas d'exterminer les juifs, mais de les rassembler dans une réserve à l'est. Dans le même temps, il affirme que les aveux des bourreaux lors des procès de Nuremberg ont été extorqués sous la torture et qu'ils n'ont donc aucune valeur. Il remet aussi en question les témoignages des survivants et, fait nouveau, il met en avant le mythe, je mets bien sûr des guillemets, des chambres à gaz, que les juifs auraient mis en place afin d'obtenir de l'Allemagne des indemnités après-guerre. Bref, il n'y a pas grand-chose de nouveau en somme. Il reprend énormément de ce qu'avait déjà dit Maurice Bardèche. Mais le principal apport de Racinier, si on peut dire, c'est de centrer le débat autour des chambres à gaz comme une question technique, ce que Bardèche ne faisait pas. Autre chose, il se cache derrière son vécu de survivant du système concentrationnaire nazi pour légitimer les discours négationnistes. Ce qui au passage est parfaitement malhonnête. En effet, il a été prisonnier à Dora et à Buchenwald, bon ça, il n'y a pas à le remettre en question, c'est attesté. Mais ce n'est pas parce qu'il a vécu l'emprisonnement dans un camp de concentration comme Buchenwald ou Dora qu'il peut se prononcer sur le vécu des Juifs qui ont été envoyés dans des centres de mise à mort ou des camps comme Auschwitz, qui étaient à la fois des camps de concentration et des centres de mise à mort. Ce n'est pas du tout le même vécu. Buchenwald et Dora n'avaient absolument pas la même fonction que Auschwitz, Treblinka, Sobibor, etc. Donc en fait, son vécu n'a absolument aucune importance pour justifier ses dires. Mais il y a l'étiquette survivant et ancien résistant, et donc ça passe. Vient le moment de conclure cet épisode. Ce premier âge du négationnisme s'arrête dans les années 60, alors que s'opère un nouveau tournant. Dans le contexte de la décolonisation et de la guerre des 6 jours au Moyen-Orient entre les États arabes et Israël en 1967, un autre théoricien néofasciste français va ajouter un autre étage à la fusée négationniste. Il s'appelle François Duprat, et dans ses écrits et dans ses articles qu'il multiplie, notamment dans la revue Défense de l'Occident, il va ajouter la dimension de l'antisionisme au discours négationniste. Désormais, ce ne sont plus seulement les Allemands qui sont présentés comme les victimes de l'escroquerie des chambres à gaz, là encore, vous entendez les guillemets dans ma voix j'espère, donc plus seulement les Allemands, mais aussi les Arabes évincés de Palestine, au nom justement de l'escroquerie de la Shoah. Certes, il ne faut pas voir autre chose dans cette soudaine sympathie pour les Palestiniens qu'une nouvelle arme rhétorique tournée contre les Juifs. Mais celle-ci va faire florès, en particulier sous la plume d'un certain Robert Forisson, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la question. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, likez, commentez, ça aide beaucoup le podcast. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez-nous une note, ça aussi ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous aussi sur YouTube ou sur nos divers réseaux sociaux. Merci vraiment à tous ceux qui prennent le temps de laisser un like, de laisser un commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et d'avoir vos retours sur ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt et en attendant restez calmes et écoutez les historiens.